Les Japonais, ce sont des Iliens. Comme les Anglais. Comme les Anglais, et comme quand on habite dans une île, c'est comme les gens qui habitent dans les montagnes, hein. Il y a les Iliens et les montagnards. Les gens qui habitent dans des îles ou qui habitent dans des montagnes, ils sont dans des vallées, ils ont souvent des fortes spécificités, hein. Alors c'est pas pour rien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est à la fois une île avec plein de vallées, c'est l'endroit du monde où je crois, il y a un quart des idiomes sur Terre qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une île, le Japon, enfin c'est un archipel, il y a beaucoup d'îles, et qui a une particularité extraordinaire, c'est que c'est un pays qui est le pays qui subit le plus de violence naturelle tout au long de son histoire et tout au long de l'année. C'est un pays qui est balayé par des taifus, c'est-à-dire des typhons. Tai, ça veut dire grand, et fou, le grand vent, fou, qui est ravagé par des tsunamis régulièrement. On l'a vu il y a malheureusement pas très longtemps, du fait des tremblements de terre, et qui est secoué de tremblements de terre. Moi, j'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi. Il y a des tremblements de terre. Tous les mois, il y a un tremblement de terre que vous sentez réellement. Parfois, vous avez vu, la première fois que vous êtes à Tokyo et que d'un seul coup, vous voyez tout bouger autour de vous, ça vous êtes pétrifié. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Bon. Donc, c'est un pays qui est visité par des monstruosités de la nature. Les typhons, les tsunamis, le tremblement de terre. C'est un pays, c'est un tas de rochers dans l'océan. C'est grand comme à peu près les 3/5 de la France, donc c'est petit. Il y a 80%, c'est les montagnes. Donc la plaine littorale est très, très, très limitée. Le Japon, c'est un pays avec des paysages. Il n'y a pas des grands panoramas, sauf dans l'île de Hokkaido, mais le reste du Japon, c'est toujours des panoramas avec des perspectives limitées, des petits endroits. Bon. Ce pays et les Japonais sont tombés amoureux de leur propre pays, ce pays pauvre d'origine, et avec une religion, le Shinto. Le To, c'est la voix, Shin, les esprits, c'est la voix des esprits, mais c'est le même caractère qui se dit en kami. Et c'est une espèce de religion animiste d'adoration de son propre pays et de la nature. Donc la première religion de base du Japon, c'est ça. Et puis les Japonais sont des gens très curieux, très intelligents. Je parle de façon statistique, hein, c'est toujours... Et au cours des siècles, ils se sont inspirés de ce qui venait de l'extérieur. Mais un peu comme une huître perlière. Le Japon, c'est un peu une huître qui s'ouvre, qui prend quelque chose venu de l'extérieur comme une impureté, qui se referme, et puis qui après sécrète et qui transforme ce qui vient de l'étranger en quelque chose de spécifique. Le bouddhisme a été importé de Chine. Chine qui l'importait elle-même de l'Inde via le royaume de Champa, je crois, au Vietnam, etc. Donc, le bouddhisme d'origine est arrivé en Chine, c'est une religion d'origine étrangère, et cette religion est passée de Chine au Japon. Donc les Japonais ont pris le bouddhisme, mais ils l'ont transformé à leur sauce, en un bouddhisme spécifique, à la création du bouddhisme zen, à la création d'un truc tout à fait particulier. Ils ont, dans leur relation avec la Chine, avec l'empire chinois, donc au premier millénaire, ils ont également importé de Chine l'écriture. Mais comme je vous l'ai dit, la langue chinoise n'a aucun rapport avec la langue japonaise. Donc l'écriture chinoise, pour traduire des mots, oui, mais pour toute la syntaxe. Par exemple, en japonais, les verbes se déclinent en fonction du degré de politesse. Il y a un degré neutre, un degré poli, un degré super poli, les mots également. Ben ça n'existe pas en chinois. Il n'y a pas la même chose. Donc ils ont été obligés de créer un syllabaire spécifique qu'on appelle les hiragana, qui permet de bricoler un peu. Vous avez les mots, les substantifs ou les adjectifs qui vont être rendus par les mêmes choses en chinois qu'en chinois, les mots chinois. Sauf qu'en japonais, les mêmes mots peuvent se prononcer de deux façons. Je disais par exemple, les esprits, ça va se dire shin ou kami selon l'endroit de la phrase, mais ça va être traduit par le même caractère chinois. Il y a les caractères hiragana qui viennent traduire la syntaxe. Et puis après ça sont arrivés les Occidentaux avec Saint François Xavier, qui venaient du Sud. On les a appelés les barbares du Sud. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé être une petite souris à cette époque, parce que les Japonais, dans la vision Shinto, c'est
il y a une idée de pureté. Vous savez que les Japonais se lavent normalement tous les jours. Tous les jours, ils prennent un bain, le bain au folo. C'est l'un des peuples les plus propres du monde, de toute éternité. Ils ont vu arriver, au milieu du XVIe siècle, avec Saint François Xavier, des Espagnols qui avaient 3-4 mois de bateau, et puis bon, les Occidentaux à l'époque, ils ont vu arriver des géants, parce qu'ils mesuraient 1,55 m à l'époque. Ils étaient petits, les Japonais. C'était un peuple très pauvre, qui mangeait du poisson, et puis il n'y avait pas grand-chose à manger. Ils ont vu arriver des types qui mesuraient 1,70 m, 1,75 m. Les Espagnols étaient plus petits que nous sommes maintenant, mais pour eux, c'était des géants. Parmi eux, il y en avait qui étaient les yeux bleus et roux. Vous n'avez jamais vu ça. Et en plus de ça, qui, excusez-moi, mais ça ne l'avait pas depuis 3 mois. Bon. Ils ont appelé ça les barbares du Sud. Et donc, ils les ont, et ces peuples venus du Sud ont commencé à leur dire, voilà, il y a une vraie religion, et vous devez... c'est un homme qui est mort sur la croix, qui était mi-homme, à la fois homme et à la fois Dieu, fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Et puis voilà, vous devez obéir à un monsieur, un pontife, qui est à Rome, c'est à peut-être 18 000 km de navigation, vous devez obéir à un type qui est là-bas. Alors, ils ont commencé à développer dans le sud du Japon le christianisme, bon, jusqu'au moment où, et ça c'est une caractéristique essentielle du Japon, c'est quand même un pays qui est ilien et qui ne peut pas tolérer justement d'obéir à une puissance étrangère. Et il y a donc eu, comme vous le savez, brusquement, lorsqu'il s'est agi, lorsque dans la cour de l'empereur et de son premier ministre, on a vu qu'il y avait une menace de sécession du pays, les chrétiens ont été pourchassés. Et le Japon s'est refermé sur lui-même, selon d'ailleurs une tradition régionale, puisque c'est également ce qui était arrivé à l'un des 3 royaumes de Corée, vous savez, qui étaient refermés. C'est assez amusant de voir que la Corée du Nord aujourd'hui est le pays le plus fermé au monde, mais c'est une très vieille tradition coréenne aussi, on appelait ça le royaume ermite. Ben, les Japonais ont fait la même chose, et vous savez, donc à partir du début du XVIIe siècle jusqu'en 1853, c'est-à-dire pendant 250 ans, 2 siècles et demi, le Japon s'est complètement refermé sur lui-même. Il était interdit à tout Japonais, un Japonais par exemple qui s'était égaré en bateau, il avait intérêt à ne jamais revenir, sinon il était condamné à mort. Mais les Japonais, toujours à la fois très pragmatiques quand même, avaient ouvert une toute petite îlot à Nagasaki, qu'on appelait l'îlot de Deshima, où 2 fois ou 3 fois par an, ils autorisaient les seuls Néerlandais à venir faire du commerce, et ils achetaient ce qui était produit par les Pays-Bas, ce qui leur était apporté. Pourquoi les Néerlandais? Parce que les Néerlandais étaient des protestants, et eux, les Néerlandais, leur avaient dit non, nous, il faut surtout pas obéir au pape en question. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les Japonais, je pense, ont une tradition voilà, ils prennent de l'extérieur, quand ils ont été ouverts sur le monde, de force, par les canonnières du Commodore Perry en 1853, qui commencent à bombarder la ville d'Edo. Ce sont des Américains qui le font. C'est d'ailleurs incroyable quand vous y réfléchissez. Incroyable. Parce qu'en 1853, la Californie n'est américaine que depuis 1849. C'est-à-dire que c'est 4 ans après. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique à l'époque ne sont pas encore constitués. L'Oklahoma, l'Arizona, je crois, entrera dans la fédération en 1907. L'Oklahoma n'existe non plus. L'État de Washington et l'État d'Oregon non plus. Donc il n'y a que la Californie qui vient d'adhérer à la fédération américaine. Mais tout le grand ouest américain n'est pas américain. Et l'Alaska non plus. La complétude des États-Unis d'Amérique n'est pas réalisée que déjà, ils envoient par le Cap Horn des navires pour aller bombarder et ouvrir de force au commerce international le Japon. D'ailleurs, il y a une période qui est assez peu connue, qui est la période qui va de 1853 à 1868, où il y a toute une partie de l'aristocratie japonaise qui refuse ça. Et donc, les Japonais ont ouvert sur certains ports, mais il y a des... vous savez qu'à l'époque, d'ailleurs, le pouvoir n'est pas dans les mains de l'empereur. L'empereur a perdu la main depuis, justement, le début du XVIIe siècle, a complètement perdu la main au profit du shogun. Il y a un truc aussi incroyable dans l'histoire. Moi, je suis passionné par les similarités. Le grand shogun Ieyasu Tokugawa de la grande famille féodale des Tokugawa prend le pouvoir au début du XVIIe siècle et il décide
de refermer le Japon sur lui-même et décide de créer sa capitale, là où il est, son origine, c'est la ville de Edo. L'empereur est laissé à Kyoto, mais c'est une espèce d'empereur religieux, laissé dans ses rites. Bon, il est là, il est le descendant de la déesse Amaterasu Mikami, donc de la déesse du soleil, c'est très bien. Il doit faire ses rites quotidiens, il doit faire des concours de haïku, de poésie, mais c'est très très bien, on le laisse comme ça. Le shogun installe sa capitale à lui, à Edo, et il va avoir, au début du XVIIe siècle, cette idée de lutter contre la féodalité en exigeant que tous les féodaux, qu'on appelle les daimyo, viennent tous les ans passer plusieurs mois à Edo, et quand ils ne sont pas là, ils laissent en otage des femmes ou leurs enfants. Et ils prendront ce fameux Tokaido, là, qui va donner la fameuse... Tokaido, Do, c'est la voie, Kai, la mer, To, de l'Est, c'est la voie de la mer de l'Est. C'est ce grand chemin qui va notamment de Osaka jusqu'à Edo, qui deviendra Tokyo, qui sera dessiné par Hiroshige sur les 53 stations du Tokaido. Alors pourquoi je dis que c'est fabuleux, c'est que si vous y réfléchissez, c'est ce que fera un demi-siècle après, en gros, Louis XIV avec Versailles. C'est-à-dire que Louis XIV va créer le château de Versailles pour avoir sous sa coupe les grands féodaux pour ne pas menacer l'unité nationale. Et c'est exactement, Tokugawa Ieyasu, il chasse les chrétiens avec beaucoup de violence et il va avoir son truc. Alors le Japon d'aujourd'hui, c'est un des très rares pays au monde à n'avoir jamais été colonisé, avec la Thaïlande. La Thaïlande, c'est l'un des rares peuples au monde à n'avoir jamais été colonisé. D'ailleurs, Thaï, ça veut dire c'est le seul peuple, vous savez, la Thaïlande, c'est le seul pays du monde qui porte le même nom que la France, c'est-à-dire le pays des hommes libres. France, c'est le pays des Franken, le pays des hommes libres, et Thaïlande, c'est le pays des hommes libres. Le Japon n'a jamais été colonisé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis au bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors, à ce moment-là, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a des jusqu'au-boutistes qui disent il faut que c'est le fier suicide, que le Japon soit entièrement détruit. Et c'est Hirohito qui va imposer cette voix gutturale qui sort comme ça par la radio. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça doit être le 10 août 45, parce que Hiroshima c'est 6 août 45 et Nagasaki c'est le 9 août. Et le 10 août, on entend à la radio une voix parce que les Japonais à l'époque, quand l'empereur passait, ils ne devaient pas le regarder, ils devaient se prosterner par terre. Et donc Hirohito dit il faut accepter l'inacceptable. À partir de ce moment-là, les Japonais vont s'ouvrir et comme ils l'ont toujours fait, ils vont prendre le meilleur. Après 1868, ils avaient envoyé des missions en Europe, ils avaient pris le meilleur de ce qui leur paraissait le meilleur. Ils ont pris, par exemple, à l'Allemagne, ou à la France, ou à l'Angleterre, ce qu'il y avait les spécialités. Par exemple, ils ont pris à la France les préfectures. Donc là, le Japon est divisé en préfectures parce que c'était le système le plus efficace. Ils avaient pris au système napoléonien. Mais pour le droit, ou pour la chimie, ou pour l'industrie, ils vont se tourner vers l'Allemagne. Donc c'est toujours... Et il y a ce qu'on appelle en japonais daiichi, ou ichiban, c'est le numéro 1. C'est comme ça qu'ils disent le meilleur. Ils disent ça, le numéro 1. C'est toujours la recherche de ce qui est le meilleur. Ils ont été vaincus par les États-Unis. Ils vont donc imiter le mode de vie américain. Ils vont se précipiter là-dedans, mais toujours à la japonaise. Aujourd'hui, le Japon, qu'est-ce qu'il en est? C'est un pays qui a connu, je pense, son âge d'or pendant la fin du XXe siècle, puisque la Chine, ayant basculé dans l'utopie communiste en 1949, a été, d'une certaine façon, maintenue dans le sous-développement jusqu'à la révolution de Deng Xiaoping après la mort de Mao et surtout après l'éviction de la bande des cadres, donc jusqu'au début des années 80. Donc le Japon était devenu le grand homme de l'Asie du Nord-Est parce que et eux ils avaient adopté le mode de développement capitaliste. Depuis la contre-révolution qui s'est passée en Chine, c'est-à-dire que la Chine est devenue à la chinoise, c'est-à-dire en restant officiellement un pays marxiste, léniniste, communiste, en fait c'est le pays les plus capitalistes du monde. Ils ont fait ça très intelligemment, le passage du